Alors, l'exercice 2, l'énoncé, on a un émetteur radio, d'accord, qui émet sur une longueur d'onde lambda égale 1734 mètres et sa puissance étant 1000 kW. C'est-à-dire, si vous voulez, on a une onde de longueur d'onde lambda égale 1734 mètres et une puissance de 1000 kW. C'est-à-dire 10 à la puissance 3 kW. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande pour cette onde? Première question, bien sûr, on vous donne la constante H bar C égale 200 mégaélectronvolts Fermi. F, c'est le Fermi, c'est-à-dire 10-15 mètres. D'accord? Fermi, c'est 10-15 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans cet exercice? Première question, directement, calculer l'énergie des photons et leur température. Donc, on doit calculer l'énergie des photons, d'accord, du système considéré qui est une onde, d'accord, et leur température. Alors, tout simplement, vous connaissez très bien s'il s'agit d'un photon, l'énergie d'un photon, vous allez me répondre, l'énergie E égale H nu, d'accord? L'énergie E égale H nu. Et si on veut relier l'énergie avec la température, eh bien, voir cours de thermodynamique par exemple, l'énergie E étant reliée avec la température par la relation E égale KT, avec K étant la constante de Boltzmann. Donc je répète, l'énergie d'un photon, ça va être H nu, et l'énergie, elle est reliée avec la température par la relation E égale KT, avec K étant la constante de Boltzmann. Donc voilà, en effet, E égale H nu, j'ai un photon et l'énergie d'un photon étant H nu, d'après la relation de Planck-Einstein. Alors, pour calculer cette énergie, j'ai besoin de la fréquence. H étant constante de Planck, nu c'est la fréquence. Mais ici, on ne m'a pas donné la fréquence, on m'a donné la longueur d'onde. Mais je connais très bien relier la fréquence avec la longueur d'onde par la relation mu égale C sur lambda. D'accord? Donc mu égale C sur lambda. Je pourrais faire l'application numérique directement. Je connais A, je connais C, je connais lambda. Mais ici, je vais profiter du fait qu'on m'a donné la constante H bar C. D'accord? Alors, je voudrais faire apparaître dans mon expression de l'énergie H bar C. Eh bien, tout simplement, pour avoir HB, H bar au lieu de H, il suffit de multiplier par 2pi. Parce que 2pi H bar, elle est égale à H. D'accord? Et là, j'ai H bar fois C. Donc, je connais sa valeur 200 mégaélectronvolts fois Fermi. Donc, voilà, il suffit de faire maintenant l'application numérique. Il faut remplacer chaque chose par sa valeur. Donc, 2pi, 2pi. H bar C étant 200 mégaélectronvolts, et ben je remplace le méga par 10 à la puissance 6 et le Fermi par 10 à la puissance moins 15 mètres. D'accord? Donc voilà, 200 méga Fermi. 200 méga Fermi. Méga c'est 10 à la puissance 6 et un Fermi c'est 10 moins 15 mètres. Et en bas, au dénominateur, j'ai lambda qui est égal à 1734 mètres. D'accord? Et ben votre calculatrice, je vous laisse le soin de faire le calcul. J'en suis sûr et certain que vous allez trouver une valeur qui est égale à 7,24 10-10. D'accord? Alors, l'énergie étant donnée en électronvolts parce que le H bar C, hein, elle est là en électronvolts. D'accord? Donc, électronvolts. Ben, si vous voulez bien sûr convertir cette énergie en joules, il suffit de remplacer le E que j'ai là. E, c'est électron par sa charge 1,6 10-19 coulombs. Vous multipliez cette quantité, d'accord, par la charge de l'électron qui est égale à 1,7 10-19, 1,6 10-19 coulombs. Et vous pouvez avoir l'énergie en joules. D'accord? Alors, ensuite, on passe à l'énergie. Nous avons dit que E égale KT, T étant la température de ces photons, K, c'est la constante de Boltzmann. Alors, la constante de Boltzmann étant donnée dans la série, vous avez sa valeur qui vaut 1,4 10-23 joules par Kelvin. D'accord? Et l'énergie E, on vient de la trouver, égale 7,24 10-10 électronvolts. Donc T égale E sur K. L'énergie E, il vaut 7,24 10-10 électronvolts. Et K, 1,4 10-23 joules par Kelvin. Et bien, l'énergie E étant en électronvolts, alors je dois la convertir en joules. Parce que K étant donné en Kelvin par joule. D'accord? D'où je multiplie je remplace la charge de l'électron par 1,6 10-19 coulombs.
et je prends ma calculatrice à nouveau, je fais ce petit calcul et j'obtiens facilement 8,23 10-8 degrés Kelvin. Donc voilà, c'est très simple de déterminer l'énergie de ces photons. Je répète, c'est H nu, nu étant C sur lambda, et je fais mon application numérique. Je sais que l'énergie étant reliée avec la température par E égale 4T, je déduis T par E sur K. T égale E sur K, je remplace E par sa valeur, je multiplie par 1,10-19 pour convertir les électronvolts en joules, et je divise par K. Et j'obtiens 8,23 10-8 Kelvin. Alors une petite remarque, vous avez trouvé une température qui est vraiment très basse, parce qu'il tend vers 0, 10-8 Kelvin. D'accord? 10-8, eh ben c'est 0 presque. Hein? C'est le 0 Kelvin. Et vous savez, le 0 Kelvin, c'est très très bas. Tout est mort. D'accord? Il n'y a rien à ces niveaux de température. Donc voilà, ma remarque, c'est que la température, elle est trop faible. C'est comme par exemple, ces photons-là n'ont aucun effet thermique. Bon voilà, ça c'est une remarque tout simplement. Alors passons à la question 2. Alors la question 2, on vous demande de calculer le nombre de photons émis par unité de temps. Le nombre de photons. Eh bien, le nombre de photons, j'ai l'énergie d'un photon. J'ai calculé l'énergie d'un photon, elle est là. On m'a donné dans l'exercice la puissance de cette onde, la puissance. Et comment je peux relier la puissance avec l'énergie? Vous savez très bien que la puissance, elle est égale à l'énergie par unité de temps. La puissance, c'est l'énergie par unité de temps. Mais bien sûr, l'énergie totale. P égale énergie, mais totale, parce que là, j'ai l'énergie d'un seul photon. Alors, pour avoir l'énergie de n photons, par exemple, l'énergie totale, ça va être n fois E. C'est-à-dire NH nu est l'énergie totale de ces photons. Avec N, c'est le nombre total des photons. H nu, c'est l'énergie d'un photon. Et NH nu va être l'énergie totale de ces photons. Par unité de temps, va me donner la puissance. Donc, en effet, voilà. La puissance étant l'énergie par unité de temps. L'énergie totale par seconde. Et l'énergie totale, c'est N. D'accord? C'est le nombre total des photons fois l'énergie de chaque photon. NH nu. Eh bien, je déduis de la formule NH nu égale à P, je déduis N, le nombre de photons. Avec N égale P sur H nu. N égale P sur H nu. Il ne me reste rien qu'à faire l'application numérique. La puissance étant 10 à la puissance 3 kW, je la convertis en watts, d'accord? Les unités internationales, 1000, d'accord? 1000, 10 à la puissance 3 watts. Et je divise par H nu. H nu, c'est quoi? Je l'ai déjà calculé, elle est là. H nu, c'est l'énergie d'un photon. Nous avons trouvé 7,24 10-10. Là, voilà, 7,24 10-10. Électron-volt, je la convertis en joules. D'accord? 1,6 10-19, c'est la charge de l'électron pour convertir mon énergie en joules. Je prends ma calculatrice, je calcule ce nombre, je trouve N égale 0,861 1034. Et bien sûr, je n'ai pas un demi-photon, hein, donc je vais majorer par exemple 0,86 à 1. D'accord? Donc 0,86 c'est presque 1, 10 à la puissance 4. Photons en une seconde. D'accord? Donc c'est le nombre, de photons émis par seconde. Alors ce nombre, de 10 à la puissance 34, c'est un nombre qui est énorme. Vous pouvez le remarquer, c'est un nombre qui est très grand. Ce nombre, il est très grand. J'en suis sûr et certain que vous ne pouvez même pas le lire. Hein. Donc 10, 34, c'est combien par exemple? Vous devez avoir 34 zéros et un 1, c'est-à-dire milliards, des milliards et des milliards et des milliards de photons, mais n'oubliez pas par seconde. C'est-à-dire, supposez que vous avez par exemple un détecteur, vous avez l'onde qui entre par la fenêtre par exemple, et vous voulez mesurer le nombre de photons qui entrent par seconde. Alors le détecteur doit détecter 10 à la puissance 34 photons par seconde, dans une seconde. D'accord? C'est un nombre énorme. Je ne crois pas qu'il y ait un détecteur qui pourrait mesurer ce nombre de photons. D'accord? Donc voilà pour cet exercice. Vous avez deux questions. Calculer l'énergie et la température, on l'a calculé. L'énergie, on a déduit la température. Calculer le nombre de photons émis par seconde, on a trouvé 34 photons.
Eh ben, qu'est-ce qu'on remarque? Que la température étant trop faible, c'est-à-dire ce type de photon ne devrait avoir aucun effet thermique, et un nombre de photons qui est assez grand, j'en suis sûr qu'il n'existe aucun détecteur dans le monde qui pourrait mesurer ce nombre de photons dans une seconde. Alors, notre conclusion, parce que dans la troisième, donc voilà, n est très grand. La troisième question, c'est que quelle est votre conclusion? Qu'est-ce que vous remarquez? Ben, on remarque que on trouve des résultats bizarres, d'accord? Des énergies, des températures très faibles, un nombre très grand. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour cet émetteur radio. Mais normalement, il marche. Cet émetteur radio, il marche sur cette fréquence, d'accord? Cette longueur d'onde de 1734, une puissance de 13 kW. C'est une fréquence qui marche. Par exemple, si j'ai une antenne radio, j'en suis sûr certain que l'émission, je vais entendre l'émission. Donc, il marche. Mais si je prends le fait de calculer le nombre de photons ou la température de ces photons, je trouve des résultats qui sont un peu bizarres, d'accord? Alors, quelle est votre conclusion? Alors, voilà ce qu'on conclut, c'est que le fait que lorsque vous avez pris cet émetteur radio, eh bien, tout bêtement, on s'est lancé à le traiter comme étant un système quantique. Ce émetteur radio ou cette onde, c'est comme un système quantique, une particule quantique. Eh bien, les résultats qu'on trouve sont bizarres du fait que ce système, normalement, il devrait être traité dans le cas de la mécanique classique. D'accord? Alors, qui est-ce qui vous a dit que ce système est un système qui est quantique ou bien classique? Il fallait appliquer le critère de Planck pour dire que voilà, ce système est quantique. Alors, je vais considérer le fait que toute particule, on lui peut associer l'onde de l'huile de Broglie, ou bien la lumière ou cette onde est un ensemble de particules d'après Planck-Einstein, et chaque particule étant un photon d'énergie h nu. D'accord, du fait que c'est une onde, on lui a associé un aspect corpusculaire, etc. Donc on fait de la mécanique quantique. Qui est-ce qui nous l'a dit? Personne. Alors il fallait traiter ou bien appliquer le critère de Planck pour savoir avec quelle mécanique il fallait étudier ce système. Eh bien, je vous rappelle que dans l'exercice 1, nous avions un émetteur radio, une antenne si vous vous rappelez, qui avait la même longueur d'onde, 1734. Vous pouvez le vérifier dans votre exercice 1, et avait une puissance de 10 000 au 1000 kW, 13 kW. Et on avait montré, en utilisant le critère de Planck, que c'est un système qui devrait être étudié dans le cadre de la mécanique classique et non dans la mécanique quantique. Donc vous voyez, ça c'est juste pour vous montrer que si le système n'est pas quantique et on fait une étude quantique, on trouverait des résultats qui sont bizarres. D'accord? Donc voilà pour cet exercice. J'ai tardé un peu pour que vous compreniez le raisonnement quantique et aussi le fait que si le système n'est pas quantique, il ne peut pas être étudié avec la théorie quantique. D'accord? Alors, passons directement à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 3? Alors, exercice 3. Donc, dans l'exercice 3, c'est très très simple, on vous demande de déterminer la valeur minimale de la longueur d'onde des rayons X émis par un écran de télévision quand les électrons accéléraient dans le tube cathodique par une tension de 1800 volts. Ils seront bien sûr arrêtés sur l'écran. On vous donne H bar C et MC carré. Ce sont deux constantes que vous allez utiliser dans votre application numérique. Alors, j'explique. Donc voilà, j'ai, d'accord, des électrons, un moment, des rayons X. Eh bien, j'ai des électrons qui sont accélérés sous une tension de 1800 volts. D'accord? J'ai, d'accord, des électrons qui sont soumis à une tension de 1800 volts. Donc, ils vont acquérir une énergie cinétique, ils vont être accélérés. D'accord? Eh bien, quelle est la longueur d'onde que l'huile de Broglie associe à ces électrons? D'accord? Donc, la question est très simple. J'ai des électrons soumis à une tension de 1800 volts. Ils seront accélérés. D'accord? Calculer la longueur d'onde, lambda, associée par l'huile de Broglie à cette particule. D'accord? Alors, en effet, d'après l'huile de Broglie, eh ben, on sait très bien que la longueur associée à cet électron, elle est donnée par lambda égale h sur p. D'accord? Voir cours chapitre 1. Lambda égale h sur p.
avec P étant la quantité de mouvement. A, c'est la constante de Planck. Eh bien, la quantité de mouvement, on sait très bien qu'elle vaut la masse fois la vitesse. Parce que là, j'ai une particule. D'accord? P égale M fois V. M, la masse, V, sa vitesse. Alors, si j'avais la vitesse, si on m'avait donné la vitesse de l'électron, eh bien, tout simplement, lambda égale H sur mv. Mais dans cet exercice, on ne m'a pas donné de vitesse. Ce qu'on m'a donné, par contre, l'énergie cinétique. Parce que je sais très bien, voir cours d'électricité ou je ne sais pas quoi, lorsque j'ai des charges, une charge Q accélérée, voilà, elle est soumise à une tension, par exemple V, alors ces électrons acquisent une énergie cinétique qui vaut la charge fois la différence de potentiel. Donc, puisqu'on m'a donné un électron, je connais sa charge, on m'a donné la tension auquel il est soumise, alors l'électron a une énergie cinétique qui vaut la charge fois la tension. Donc, dans cet exercice, j'ai l'énergie cinétique, mais je n'ai pas la vitesse. Alors, je vais utiliser la formule qui relie la quantité de mouvement avec l'énergie cinétique. P égale racine de 2mEc. Après, dans cet exercice, je crois que je vais vous montrer d'où vient P égale racine de 2mEc. C'est très très simple. Mais attention, pour pouvoir utiliser le fait que P égale racine de 2mC, on part du fait que l'énergie cinétique égale 1 demi mv carré. Eh bien, l'énergie cinétique égale 1 demi mv carré n'est pas valable dans n'importe quel cas. D'accord? Elle est valable que dans le cas où le système est non relativiste. C'est-à-dire non relativiste, la vitesse elle est inférieure à la vitesse de la lumière. La vitesse du système, lorsqu'elle est inférieure, très inférieure à la vitesse de la lumière, alors le système est non relativiste. Alors pour pouvoir utiliser le fait que P égale racine de 2mEc, EC, parce que EC je la connais, je l'ai, ce n'est que la charge fois la différence potentielle, je peux déterminer P et ensuite déduire lambda. Lambda égale H sur P. Mais il faut s'assurer que le système est non relativiste. Pour s'assurer que le système est non relativiste, il faut comparer la vitesse de l'électron avec celle de la vitesse de la lumière. Mais vous savez très bien que dans l'exercice, on ne m'a pas donné de la vitesse. Si j'avais la vitesse, je pourrais calculer directement lambda. Je n'ai pas de la vitesse. On a une autre méthode lorsqu'on n'a pas de vitesse pour montrer que le système n'est pas relativiste. Il faut comparer l'énergie cinétique du système, l'énergie cinétique de ces électrons, à l'énergie MEC carré, à MC carré. Si l'énergie cinétique de mon système elle est très inférieure à la quantité MC carré, alors le système est non relativiste. D'accord? J'espère que vous me suivez, mais bien sûr, vous pouvez revoir la vidéo et vous allez comprendre encore beaucoup mieux. D'accord? Donc voilà, on continue. Alors, un électron de charge Q, elle est soumis à une tension de V égale 1800 volts. Alors, il admet l'énergie cinétique donnée par... Alors, j'ai dit que l'énergie cinétique d'un électron soumis à une tension V égale EV. D'accord? D'où l'énergie cinétique, je la note ici, W. Alors, l'énergie cinétique égale la charge fois le potentiel. La charge ici d'un électron parce que j'ai affaire à un électron et la tension étant donnée par 1800 volts. Eh bien, l'énergie cinétique de cet électron soumis à cette tension de 1800 volts, elle vaut 1800 électron-volts. Directement, 1800 électron-volts. Voilà, 1800 électron-volts. Si je voudrais l'énergie en joules, il suffit de remplacer cette charge E que vous avez là par 1,6 10-19, la charge de l'électron, coulomb. 1,6 fois 1800, 10-19, c'est l'énergie en joules. Et le coulomb fois le volt, c'est bien des joules. Donc voilà l'énergie cinétique de mon électron. Pour montrer que je peux écrire P égale racine de 2mE, l'énergie cinétique, que j'ai noté ici W, il faut vérifier que cette énergie est très inférieure à MEC carré. Alors en effet, mon énergie MEC carré vaut 0,5 MeV, donc c'est-à-dire méga électron-volt, c'est-à-dire 10 à la puissance 6, et je la compare à W qui est égal à 1800 électron-volts. Eh bien, je convertis, je crois, 1800 électron-volts en méga. Il suffit de diviser par 10 à la puissance 6 et vous obtenez l'énergie cinétique de ces électrons en méga électron-volts. Donc vous voyez très bien que 0,18 10-2 est très inférieur à 0,5 10 à 0,5. D'accord? Donc 0,18 elle est inférieure à 0,5.
0,18, elle est inférieure à 0,5. D'où mon système, elle est non relativiste. Alors là, puisqu'elle n'est pas relativiste, je peux poser que l'énergie cinétique fois ME fois de racine, c'est la quantité de mouvement. D'accord? Donc voilà, mon problème, elle n'est pas relativiste, et d'où l'énergie cinétique, je peux l'écrire sous la forme. Donc voilà la démonstration, je voulais, du fait que P égale racine de 2ME l'énergie cinétique. Alors on part du fait que l'énergie cinétique, elle égale 1 demi mv carré, puisque le système, elle est non relativiste. J'ai le droit d'écrire cette formule. Je vais multiplier et diviser par M cette quantité. Je multiplie par M en numérateur et je divise par M. Donc je multiplie par M, je divise par M. J'obtiens mv carré sur 2ME. Et bien mv c'est la quantité de mouvement P au carré sur 2ME. Donc l'énergie cinétique égale P carré sur 2M. Ça, vous devez l'apprendre par cœur chaque fois que vous avez un système non relativiste. Alors l'énergie cinétique égale P carré sur 2M, avec P étant la quantité de mouvement. Et bien je déduis P égale racine de 2ME fois l'énergie cinétique. Donc voilà, maintenant il suffit juste de remplacer lambda, d'accord, d'après Louis de Broglie, la longueur d'onde lambda associée étant H sur P. Donc là voilà, H sur P. Je remplace P par racine de 2MEW et je fais mon application numérique. Alors ici, pour faire l'application numérique, je vais utiliser la quantité H bar C et MEC carré. Alors pour avoir au numérateur H bar C, il faut multiplier par C et diviser par C. Donc je multiplie ici par C, je vais avoir 2pi H bar C. Et le C en bas, je le fais entrer sous la racine pour devenir C carré. Et comme ça, j'obtiens 2pi H bar C sur 2M, la masse d'électrons, C carré, donc MC carré fois l'énergie cinétique. H bar C étant égal à 200 mégaélectronvolts Fermi, donc 200, je garde le mégaélectronvolt, 10-15 c'est le Fermi que je le convertis en mètres, et en dénominateur, j'ai 2 fois MEC carré qui vaut 0,5, d'accord, elle est là, 0,5, d'accord, fois l'énergie cinétique que nous avons trouvé tout à l'heure, égale à 0,18, elle est là, 0,18, 10-2 mégaélectronvolts. D'accord? Et je fais mon calcul avec ma petite calculatrice et je trouve de l'ordre, cette longueur d'onde, elle est de l'ordre de 0,296 angstroms que je majore pour donner le fait que lambda, il vaut 0,3 angstroms. D'accord? Si je le traduis en mètres, ça fait 3, 10, moins 11 mètres. 3, 10, moins 11 mètres. D'accord? Alors voilà la longueur d'onde lambda associée à ces électrons, d'accord, sur un écran de télévision. Donc si vous remarquez, une remarque très importante, que ce sont des longueurs d'onde, des rayons, hein, des rayons X durs, hein, ils s'approchent des rayons gamma. Cette gamme de longueurs d'onde, c'est des rayons X durs, ce sont presque des rayons gamma. Et bien recevoir dans les yeux des rayons gamma lorsque vous regardez la télévision, c'est très dangereux. D'accord? Lorsque vous regardez la télévision, vous avez à l'intérieur un tube cathodique. Le tube cathodique, il accélère, c'est un accélérateur des électrons. Les électrons arrivent sur l'écran, d'accord? Ils vous envoient des ondes de longueur d'onde 3-10-11, c'est-à-dire des ondes presque gamma. Et bien là, c'est très dangereux. D'où il faut toujours s'éloigner des écrans de télévision. D'accord? Donc voilà pour ma remarque que je viens de vous expliquer. Ça correspond à des rayons X durs, presque des rayons gamma. Donc il faut toujours s'éloigner de l'écran de télévision. Donc voilà pour cet exercice 3. J'espère que vous l'avez bien compris. Et bien, je ne fais pas des soucis parce que vous avez la vidéo. Vous pouvez la refaire chaque fois que vous voulez. Et j'en suis sûr et certain que vous pouvez bien comprendre. Alors passons à l'exercice 3, 4. Alors dans l'exercice 4, qu'est-ce que j'ai? Dans l'exercice 4, on va étudier l'ordre de grandeur des longueurs d'onde associées à des corpuscules matériels en utilisant la relation de Louis de Broglie. Alors j'explique. On a des systèmes, d'accord, des systèmes physiques, des différents systèmes physiques. À ces systèmes physiques, d'après Louis de Broglie, il lui associé un aspect ondulatoire. Eh bien, aspect ondulatoire, j'ai besoin d'une longueur d'onde. C'est-à-dire, à toute particule, j'associe une longueur d'onde, lambda, d'après Louis de Broglie, elle est égale à H sur P. D'accord? Donc, lambda, c'est la longueur d'onde associée par Louis de Broglie à toute particule matérielle. Alors, je vais vous donner des systèmes physiques matériels et vous devez déterminer la longueur d'onde lambda associée par Louis de Broglie. Donc, c'est très simple. Il suffit de calculer la quantité de mouvement
P de ce système. Et la quantité de mouvement, elle vaut M fois V. Connaissant la masse, la vitesse, je multiplie M fois V, je divise H par MV et j'obtiens la longueur d'onde lambda associée par 8 de Broglie. Donc c'est très simple, ce type d'exercice. Alors voilà, je commence avec mon premier système. C'est un gain de poussière. Pas gain, grain de poussière. Grain de poussière, d'accord? Alors, un grain de poussière. Alors, quelles sont les grandeurs qui caractérisent ce grain? Je vous donne sa masse, qui vaut 10-15 kg, et sa vitesse, qui vaut 1 mm par seconde. D'accord? 1 mm par seconde et masse 10-15 kg. D'accord? Et si je vous donne la taille du grain de poussière, ben, je vais utiliser après, ultérieurement. Mais pour l'instant, vous avez une masse, une vitesse, et je vous demande de déterminer la longueur d'onde lambda associée par Louis de Broglie. Alors lambda, tout bêtement, c'est H sur P. Avec P ici, j'ai la masse, j'ai la vitesse, dont je déduis MV facilement. Application numérique, bien sûr, n'oubliez pas de travailler avec des unités internationales. Alors vous avez H, la constante de Planck, qui vaut 6,6 10-34 joules seconde, et MV, la masse est en kilogrammes, donc 10-15 kg, elle est là, fois 10 à la puissance moins 3. Pourquoi? Parce que j'ai la vitesse qui vaut 1 mm par seconde. Je convertis le millimètre en mètre. Ça me fait 10-3 mètres. D'accord? Donc voilà, 10-3 mètres par seconde, 10-15 kg, et j'ai la constante de Planck. Ma petite calculatrice, je trouve 6,6 10-16 mètres. Ou si vous voulez le convertir en angstrom, c'est 6,6 10-6 angstrom. Parce que 1 mètre, c'est 10 angstrom. 1 mètre, c'est 10-10, ça vous fait 6,6 10-10 angstrom. 10 à la puissance 10, d'accord? Donc 1 angstrom, c'est 10 mètres. 1 mètre, c'est 10 à la puissance plus 10 angstrom. Donc voilà votre longueur d'onde associée à ce grain de poussière. Alors, pourquoi je vais vous donner la taille ici? Parce qu'il y a un critère qu'on ne vous a pas donné en cours. Je profite de vous le donner en TD. Alors ce critère, c'est pareil à peu près que celui imposé par M. Planck pour savoir avec quelle mécanique il faut étudier un système. Mais ce critère, il est pour moi un tout petit peu incomplet parce que parfois on ne sait pas quoi faire. Alors je vous explique. Alors la taille, je dois comparer la taille de mon système à la longueur d'onde associée par Louis de Broglie. Par exemple, dans cet exercice, la longueur associée par Louis de Broglie à ce grain de poussière, elle est égale à 6,6 10-6 angstrom. Elle est très très petite. Si je la compare à la taille du grain de poussière, le grain de poussière, il fait 1 mm de taille, si vous voulez, et la longueur d'onde associée par Louis de Broglie, il vaut 6,6 10-6 angstrom. Et bien, vous remarquez que la taille, elle est très supérieure, c'est-à-dire la longueur d'onde lambda est très inférieure au diamètre, c'est-à-dire à la taille du grain de poussière. Alors le critère me dit que ce système doit être étudié dans le cadre de la mécanique classique. Alors si au monde d'un système, pour faire une étude, j'ai besoin uniquement de la mécanique classique. La mécanique classique, elle est largement suffisante pour étudier ce grain de poussière. Je ne dois pas chercher ni mécanique quantique, ni rien d'autre. D'accord? Donc voilà un nouveau critère. Chaque fois que vous avez une longueur d'onde associée par Louis de Broglie très inférieure à la taille ou bien au diamètre du système étudié, alors la mécanique classique, elle est suffisante. C'est clair? Donc voilà, j'espère que c'est clair. Alors je passe rapidement au deuxième système. Alors le deuxième système, c'est quoi? C'est un véhicule. Un véhicule, je ne sais pas si c'est une voiture ou camion ou... Alors on va donner les grandeurs. J'ai la masse du véhicule, 3,3 kg, 3 tonnes. J'ai sa vitesse, 60 km par heure. Et on vous donne sa taille. Si vous voulez, la longueur, 6 mètres. 6 mètres, ça devrait être un petit camion, je ne sais pas. Bon, un véhicule. Alors, pour calculer la longueur d'onde lambda associée par Louis de Broglie, lambda, il vaut que H sur P. P étant MV, masse fois vitesse, et je remplace, d'accord, H 6,6 10-34 joules seconde. La masse étant 3,3 kg. La vitesse, elle est donnée en km par heure. Je dois la convertir en mètres par seconde. D'accord? Donc 60 km, ça fait 73 mètres. D'accord? Et heure, ça fait 3600 secondes. Parce que là, c'est kilomètres par heure. Donc le kilomètre, ça devient 10 à la puissance 3.
donc c'est des mètres, et heure, ça devient 3600 secondes. Calculatrice, on trouve 1,32 10-28 mètres. Donc voilà la longueur d'onde associée par Louis de Broglie. Alors si je compare la longueur d'onde lambda associée à la taille de véhicule, qui est de 6 mètres, donc vous remarquez que l'onda associé est très inférieur au diamètre. L'onda associé est très inférieur au diamètre. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Que ce véhicule, on confirme que ce véhicule doit être étudié dans le cadre de la mécanique classique. D'accord? Donc voilà, le véhicule doit être utilisé dans étudié dans le cadre de la mécanique classique. Dans la mécanique classique, elle est valable, elle est suffisante pour étudier ce véhicule. Alors, troisième système physique, c'est un neutron. Voilà un neutron. Maintenant, vous avez l'habitude, on peut aller un peu vite. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez à que je vous donne la masse et la vitesse. Donc, voilà la masse et la vitesse de ce neutron. Voilà la masse. La masse étant 1,67 10-27 kg. Et la vitesse étant 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Et je vous donne de la taille, c'est entre parenthèses, d'accord? Quelque chose qu'on va utiliser après pour la comparer à la longueur d'onde lambda associée par Louis de Broglie. Alors, lambda, c'est H sur P. P, c'est MV. Calculatrice. Et je trouve 3,9 angstrom. Alors là, je voudrais bien comparer la taille de la longueur d'onde lambda associée. D'accord? La taille étant 1 angstrom, la longueur d'onde associée étant 3,9 angstrom. Eh bien, la taille et la longueur d'onde lambda associée par Louis de Broglie à ce neutron, ils sont comparables. D'accord? Alors là, je ne peux rien conclure. Lambda est presque égal à la taille de neutron. Et bien là, le critère dit que je ne peux rien conclure. Je ne sais pas, est-ce qu'avec la mécanique quantique, avec la mécanique classique, il faut étudier ces neutrons. Cela dépendrait du milieu où évolue le neutron. D'accord? Si vous voulez voir l'exercice de la série 1, là où lorsque nous avions des nucléons à étudier, hein, le système c'était des nucléons, je me rappelle très bien. Alors, ces nucléons, avec quelle mécanique il faut étudier les nucléons? Avec la mécanique classique ou la mécanique quantique? On avait appliqué le critère de Planck, et nous avons montré que on ne peut pas conclure si on ne connaît pas le milieu où évolue le neutron. Par exemple, lorsque le neutron se trouve dans des noyaux lourds, comme l'uranium, alors c'est la mécanique classique. Il faut étudier ce noyau, ces neutrons qui se trouvent dans un noyau lourd, dense, avec la mécanique quantique. Non, avec la mécanique classique. Par contre, si le noyau est léger, par exemple, le nucléon se trouve dans un noyau, par exemple pour l'atome d'hydrogène, ah ben, le noyau n'est pas lourd. Le milieu n'est pas dense. D'où la mécanique quantique, elle est nécessaire pour étudier l'atome d'hydrogène. Donc là, ce critère du fait que je compare la taille du système à la longueur d'onde lambda, elle est un peu, si vous voulez, incomplet. Je peux confirmer uniquement lorsque j'ai la longueur d'onde lambda très inférieure au diamètre. Sinon, par exemple, à peu près égal, je ne peux rien conclure. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et je passe au dernier système. Donc on avait grain de poussière, véhicule, neutron, et maintenant je crois que j'ai un électron. Voilà, j'ai des électrons accélérés. Donc j'ai des électrons accélérés sous une tension. Alors qu'est-ce qu'on vous donne? L'électron, sa charge, et la tension sous laquelle l'électron étant accéléré. Alors la tension, elle est de 100 volts. D'accord? Alors automatiquement, vous allez me dire, parce que maintenant vous avez l'habitude, quelle est l'énergie de ces électrons? L'énergie de ces électrons, ça va être la charge fois la tension. E fois 100. Et bien, E fois 100, c'est combien? C'est 100 électronvolts. Donc, ces électrons vont avoir une énergie de 100 électronvolts. Pourquoi? La charge étant Q, c'est E. La tension étant 100. Et là, je lis ce que j'ai écrit. 100 électronvolts. D'accord? 100 électronvolts. 100 électronvolts. Voilà l'énergie cinétique. Alors, ce qu'on me demande, c'est de calculer lambda associé par Louis de Broglie à ces électrons. Et bien, lambda, c'est H sur P. P, c'est M fois V. Ben, je n'ai pas la vitesse de ces électrons, mais par contre, j'ai l'énergie cinétique. Si vous vous rappelez, l'énergie cinétique, je peux la relier à la quantité de mouvement, mais à condition que mon système est non relativiste. Qu'est-ce que ça veut dire non relativiste? Il faut comparer la vitesse à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire la vitesse de votre système à la vitesse de la lumière, ou bien, si vous n'avez pas de vitesse, vous comparez l'énergie cinétique de votre système
à la quantité mc carré. Et bien là, j'ai l'énergie cinétique, je vais la comparer à mc carré. Alors, mc carré étant égal à 0,5 mégaélectronvolts, l'énergie, d'accord, de mon système, de mes électrons accélérés, ce sont 100 électronvolts, c'est-à-dire 10 moins 4 mégaélectronvolts, elle est très inférieure à mc carré qui vaut 0,5 mégaélectronvolts. Alors, mon système, il est non relativiste. Et bien, dans ce cas, j'ai le droit d'écrire l'énergie cinétique, d'accord, il vaut 1 demi mv carré. Comme tout à l'heure, je multiplie par m, je divise par 1 pour avoir p carré sur 2m, et je dis le fait que p égale racine de 2mee. Et bien, cette relation, vous devez l'utiliser chaque fois que vous en aurez besoin. Il faut l'apprendre par cœur. D'accord? Moi, je la redémontre chaque fois pour vous montrer d'où ça vient. Mais seule chose que vous devez mettre dans la tête, c'est que cette formule n'est valable que lorsque le système est non relativiste. D'accord? Donc voilà, si vous avez P, on peut facilement calculer lambda. Lambda égale H sur P. D'accord? Donc lambda, d'après l'eau de Broglie, lambda égale H sur P. Avec P, c'est racine de 2me. Et je remplace chaque chose par sa valeur. H, 6, 6, 10 moins 34. 2 fois la masse de l'électron, 10 moins 31 fois 9. Et l'énergie égale à combien? L'énergie égale à 100 électronvolts. 100, et ce que vous avez là, c'est l'électron. Donc 100 électrons. L'électron, c'est des coulombs fois des volts, ça va être des joules. D'accord? Donc voilà, vous prenez votre petite calculatrice et vous trouvez 1,23 angstrom. Alors, devinez ce qu'on va dire. Est-ce que ce système doit être étudié dans le cadre de la mécanique quantique ou la mécanique classique? Eh bien, si j'applique le nouveau critère qu'on vient d'apprendre, lambda étant de l'ordre 1,23 angstrom, et un électron, normalement, son milieu, sa taille ou son diamètre, il devrait avoir des angstroms, et bien là aussi, l'électron à la taille, ou sa taille, elle est comparable à la longueur d'onde lambda associée par lui de Broglie. Et bien, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que la mécanique quantique ou la mécanique classique? Vous allez me dire qu'on ne peut pas conclure. C'est en fonction du milieu où évolue l'électron. D'accord? Donc, voilà pour cet exercice. Donc, comme ça, on fait clos à la série numéro 1 de la mécanique quantique et qui a relation avec le chapitre 1 de la mécanique quantique, bien sûr. Eh bien, il ne me laisse qu'à vous dire bon courage et travaillez bien et à la prochaine, à très bientôt. Au revoir.